France Inter, franceinter.com. Ça ressemble à quoi un bon paysan français pas dupe des discours terriens et politiciens? Portrait d'un producteur laitier pas du tout langue de bois dans le journal de bord de Thomas Chauvineau. Clectique. Il y a ces histoires de lait qu'on déverse, il y a en effet cette histoire de je suis pas, excusez la faute de français mais elle y est, je suis pas venu vous tenir un discours que vous avez déjà entendu mais qu'on a déjà pourtant entendu. Il y a cette image encore très présente, Charles le disait là à l'instant, du mythe paysan, cette fameuse phrase de Pétain, la terre vous ment pas. Il y a ces histoires de subventions agricoles auxquelles on comprend pas grand chose. Donc j'ai eu envie de rencontrer un agriculteur, de passer du temps avec lui et de parler de tout ça, mais pas dans une manifestation ni à la sortie d'une réunion ministérielle où là les esprits s'échauffent souvent, mais chez lui, dans son travail quotidien. Donc je suis allé rencontrer Michael Poyon dans sa ferme, enfin c'est celle de son père en vérité, il l'a reprise il y a 5 ans, c'est un jeune agriculteur de 32 ans, et dans sa ferme il y a 60 vaches qui font du lait, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la pomme de terre qui fait en bio, du blé qui fait en bio, et on peut dire que c'est grâce à cette diversité que la crise le touche un peu moins que les autres. Enfin s'il avait mis ses œufs dans le même panier, si je peux me permettre, si je puis dire, aujourd'hui il n'en serait pas là. Je vais sortir les vaches parce qu'elles ont, comme il pleut, elles rentrent, sauf qu'elles n'ont pas à manger, j'ai pas encore eu le temps de donner à manger. Donc je vais les sortir. Tu m'excuses une seconde, ouais. Ou sinon tu viens avec moi. Allez dehors. Allez dehors. Allez. Chut. Quand on a commencé l'agriculture biologique ici, il a fallu comprendre qu'à un moment on divisait par 2 les rendements, quoi. Parce qu'on est dans une région très productive ici, hein, donc quand on fait 9 tonnes à l'hectare de blé, c'est assez commun. Par contre, en blé bio, évidemment, on fait 4,5 tonnes à l'hectare. Donc ça veut dire, psychologiquement, de se dire on va avoir moins de production. Par contre, dans les faits, j'ai plus de revenus à l'hectare, c'est sûr. Sauf que, voilà, on a imprimé... Gagner plus en produisant moins. C'est ça, voilà. Sauf qu'il faut accepter de remettre en cause ce genre de choses. Il faut s'habituer à avoir peut-être un peu moins dans les bennes. Hein. Parce que c'est bien d'avoir... Mais psychologiquement, de produire, ça a été quand même longtemps une espèce de truc assez bien, quoi. Voilà, on produit beaucoup, compagnie, et on est avec la machinerie qui va avec, c'est-à-dire les gros tracteurs, la grosse benne et compagnie. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'en fait les paysans se sentent en concurrence les uns les autres. En fait, on a créé une génération d'agriculteurs qui se sentent en concurrence. Donc évidemment, ils veulent regarder ce qui se passe chez le voisin. Puis évidemment, ils veulent produire plus parce qu'ils ont l'impression que c'est bien de produire pour les Chinois ou je sais pas où. On a déresponsabilisé les agriculteurs, on les a conduits dans un mur, puis maintenant on leur dit faut vous justifier, quoi. Dans votre discours, j'entends aussi que finalement, l'agriculteur, il n'est pas responsable de ce qui se passe, mais quand même, en partie, si, c'est quand même lui aussi qui décide de racheter la ferme de son voisin pour avoir toujours une exploitation plus grosse, ou bien de produire encore plus. Il y a bien une part de responsabilité aussi. Il y a une part de responsabilité, clairement. Donc je dédouane pas la responsabilité des producteurs, mais je dis juste à un moment, la politique, c'est aussi avoir du courage et de se dire de faire les bons choix. Et je pense que depuis des décennies, on n'a pas fait les bons choix. Et maintenant, on dit aux agriculteurs, vous devez vous adapter au marché et compagnie. Tout le monde parle de régulation, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce mot régulation. Mais justement, en fait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on parle de régulation pour faire plaisir à tout le monde. Et dans les faits, il n'y a pas d'acte politique fort en disant, voilà, qu'est-ce que la régulation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment, on fait le choix de gérer l'offre et la demande. C'est-à-dire, on ne produit pas plus que ce dont on a besoin. Et c'est ça, c'était une décision politique de dire, on gère un minimum la capacité de production, donc la quantité, et on la met en face d'une demande. Et que s'il n'y a pas cette demande, on ne produit pas ces surplus qui vont sur des marchés à l'extérieur, à l'export, et qui cassent en fin de compte d'autres marchés, je dirais par exemple les pays africains, mais aussi d'autres. Ça, pour nous, c'est de la mauvaise régulation. C'est la régulation qu'il faut l'enterrer, ce système-là. On va aller nettoyer le silo là-bas, et puis après, on va donner à manger aux vaches. Puisque chaque jour, j'en prends un peu. On est monté sur le silo, en fait. Voilà, on est monté sur le silo. Il y a une bâche pour protéger, il y a un peu de paille au-dessus. On a créé une espèce de boîte de conserve, quoi. Le maïs est conservé tout l'hiver comme ça. J'essaye de me dédouaner un petit peu de la conserve de maïs. C'est pour ça que j'ai des prairies, c'est pour ça que je retravaille sur les prairies, tout ça. En fait, le maïs nous a forcés à être dépendants du soja. Ça a été un choix dans les années 70-80 de dire c'est les États-Unis qui produiront le soja et l'Europe a le droit d'aider ses agriculteurs. Et donc le soja qui vous permet de nourrir vos bêtes, enfin qu'on transforme pour nourrir les bêtes, il est fait quasiment exclusivement par les Américains. Par les Américains, oui, c'est ça. Donc en fait on a fait un choix politique de rendre dépendants les éleveurs d'une matière qui vient de l'extérieur. Moi ma responsabilité je vais l'engager là quand je vais commencer à vouloir construire
avec d'autres agriculteurs, une filière où on sera capable de produire notre protéine ici. Pour nourrir les bêtes. Voilà. Sauf que dans les faits, l'Europe a toujours cet accord avec les États-Unis, enfin, avec l'Amérique. Et on voit bien d'ailleurs le Brésil, tout le monde se spécialise dans la production de soja pour inonder le marché mondial. Alors Michael Poilon fait aussi partie des JA, les jeunes agriculteurs, c'est un syndicat important, et souvent les syndicats importants, et les agriculteurs aussi, râlent dès qu'on touche à la fameuse politique agricole commune. Il y a eu l'an dernier 508 000 bénéficiaires des subventions qui sont de l'ordre de 10,4 milliards. Bénéficiaire, je dis bénéficiaire et pas agriculteur parce que figurez-vous que... C'est quoi la différence ? La différence c'est que les 25 premiers qui ont touché ces aides sont pas du tout des agriculteurs mais des grosses entreprises de l'agroalimentaire. Par exemple, dans les premiers, on pourrait faire aussi des Pinocchio là-dessus. Dans les premiers, on trouve le volailler Doux qui lui a reçu 63 millions d'euros au titre de la politique agricole commune. Alors écoutez bien parce que pour une fois, on va entendre un agriculteur qui en plus est syndicaliste, qui remet en cause, et à mon avis à juste titre, le fonctionnement de ces aides. Moi je trouve aujourd'hui que les subventions agricoles par exemple, elles sont pas toutes justifiées ou elles sont pas bien orientées. Ce qu'on veut juste c'est de la reconnaissance de l'utilité de notre métier. Et qu'ensuite ces aides là, si elles doivent disparaître parce qu'on soit rémunéré, c'est pas un problème. Sauf qu'elles seront toujours utiles pour des petites choses. Par exemple, faire du lait en montagne par exemple, c'est plus compliqué que faire du lait ici. Moi c'est facile pour moi, c'est plat ici. Donc c'est plat, c'est facile, il y a du rendement, j'ai des bonnes terres. Le mec qui fait le même métier que moi, avec le même prix du lait, dans la montagne, c'est hyper dur, c'est des cailloux, bref. Ce mec-là, il a peut-être besoin d'une compensation par rapport à moi, quoi. Une espèce d'handicap. Ça sera toujours nécessaire. Ces aides-là seront toujours nécessaires, sinon il n'y aura plus d'agriculteurs en montagne. Par contre, est-ce qu'il faut des aides à la production pour produire plus, alors qu'on sait très bien qu'il y a pléthore ? Non. Pourquoi ce discours-là, on n'entend pas plus ? Pourquoi est-ce qu'on est toujours dans une forme très simpliste finalement de dire attention, si vous touchez aux subventions, c'est la mort de l'agriculture ? Est-ce que c'est ce qu'on entend globalement ? Ouais, parce que je pense qu'il je pense qu'il y a un modèle qui profite de cet état de fait, quoi. L'industrie agroalimentaire, par exemple, quand on dit que les agriculteurs touchent beaucoup de subventions, les 25 premiers bénéficiaires des aides PAC, ce sont des industries agroalimentaires. Ce ne sont pas les agriculteurs en tant que tels. On ne va pas faire disparaître les industries agroalimentaires. Par contre, on peut quand même les remettre à leur place et dire attendez, votre modèle là, qui nous propose d'aseptiser tout, ça tue les paysans, quoi. Alors jusqu'à la semaine dernière, la paille là, ça allait super bien enlever parce qu'elle n'était pas mouillée. On va aller s'abriter là parce que... passer par là. Et je me demandais, le lait que vous vendez aux coopératives, il va où ? Alors donc c'est une coopérative qui est ici pas très loin, Saint-Paul-sur-Ternoise, qui transforme ça en poudre de lait. En poudre de lait pour... c'est un ingrédient en fin de compte pour beaucoup d'aliments transformés. Ouais, c'est pas très... Mais dans les faits, c'est essentiellement de la poudre de lait qui va un peu dans tous les produits qu'on connaît, transformés. Et donc c'est là où je me dis, mais si c'est pour produire du lait qui va dans les quatre coins du monde ou qui va dans les quatre coins de la France, alors que ne serait-ce que la cantine scolaire de mes gamins, le lait n'est pas spécialement local ou français, je me dis, il y a quelque chose qui correspond pas trop à mes attentes. Ouais, mais il faudrait le transformer le lait pour qu'il puisse aller dans la cantine scolaire. Ouais, sauf qu'il peut être transformé localement et consommé localement. Il y a ici, la région Nord-Pas-de-Calais, c'est 4,5 millions de consommateurs. Donc ça me semble pas surréaliste de dire on pourrait transformer puis en écouler une bonne partie localement. Mais non, on a l'impression qu'il faut un produit alimentaire pour qu'il arrive dans une assiette, il faut qu'il ait fait 5000 km, quoi, j'ai l'impression. Sinon il peut pas être bon. Non, chut, doucement, faites les fous là. Vous faites les fous. Bah oui. Moi je crois qu'ils vont, je crois qu'ils vont vivre peut-être. Alors je sais pas si c'est pas pompeux, mais ce qu'on appelle un peu la relocalisation, c'est-à-dire peut-être par la force des choses, parce que l'énergie coûtera peut-être trop cher, je sais pas. Et je pense que ce lien entre les consommateurs, les citoyens, les gens qui habitent autour de nous, et puis ce qu'on produit, il me semble essentiel, parce que sinon, on va s'isoler de plus en plus, on va être de plus en plus incompris, on va vouloir justifier l'injustifiable, et puis on va vivre une crise, plus qu'une crise laitière ou qu'une crise céréalière, on vivra une crise existentielle, quoi. Et ça, moi, je leur souhaite pas, quoi. Après, encore une fois, ça sera à eux de faire leur choix. Ils verront à ce moment-là. Moi, j'essaye justement de faire quelque chose qui sera transmissible.
Alors pour aller au bout de cette idée de vendre localement, Michael a décidé de faire aussi du maraîchage et de vendre donc des légumes autour de chez lui. Et c'est sa femme qui va s'en occuper. Sa femme, jusqu'à présent, elle était dans l'enseignement. Et donc c'était le seul revenu fixe qu'ils avaient. Et moi, je trouve ça assez courageux d'abandonner son revenu fixe. Mais c'est aussi la preuve qu'ils y croient tous les deux. Et donc forcément, je leur souhaite de réussir. Pour éviter la crise existentielle, au-delà de la crise agricole. Juste un petit mot, Gwenaëlle Wass, en tant qu'amie de la Terre, d'association de l'ONG Les Amis de la Terre. Qu'est-ce que vous pensez du discours de ce paysan, de ce jeune paysan Voilà, une autre façon de parler, de traiter la crise agricole, non pas à moyenne vue, à courte vue, mais plus à longue vue. Et clic.